Alors, bonjour Pierre-François, merci à toi de nous rejoindre pour le premier podcast des perchés. D'ailleurs, c'est un terme que tu proposes souvent sur les réseaux, donc je te remercie de nous aider sur les réseaux, mais également de nous permettre d'utiliser le terme. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment très content de t'avoir parce que dans les discussions qu'on a, je trouve que tu fais énormément de choses pour démarrer les jeunes, ce qui est vraiment une chose qui, de mon point de vue, est excellente. Et puis, j'aime également beaucoup ce que tu présentes sur les réseaux sociaux. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. J'aime beaucoup tes petites vidéos pour expliquer comment se mettre en sécurité. Tu sais que chez Liberté Outdoors, on veut vraiment venir avec du bon matériel, mais surtout, notre message, c'est vraiment de, de bien se mettre en sécurité dans les arbres à partir du moment où on quitte le sol jusqu'au moment où on revient au sol. Et je trouve que toutes tes petites astuces, elles sont excellentes. Alors, avant de démarrer, juste un petit message à nos auditeurs. C'est le premier, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur ce que vous voulez que l'on discute dans ces podcasts. On va essayer de faire ça régulièrement. On a plusieurs personnes qui vont nous rejoindre, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, des likes et de nous dire ce qui vous intéresse. Comme ça, on va pouvoir, on espère, vous apporter des discussions qui sont intéressantes. Et avec ça, Pierre-François, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et encore un grand merci pour nous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Bon, ben déjà, je te remercie d'avoir pensé à moi pour intégrer ton équipe. Ça m'a fait un peu bizarre et puis bon, ça fait plaisir aussi quand même. Eh bien, donc, je m'appelle Pierre-François Hippolyte. Sur les réseaux, que ce soit Facebook ou YouTube, c'est HippoChasse. Voilà, je viens d'avoir 48 ans. Ça fait 9 ans que je chasse à l'arc. Cette année, j'ai validé mon 30e permis, donc j'ai un peu de vécu. J'ai fait énormément de battues en tant que tracker, en tant que posté, que ce soit pour des fusils ou pour des archers. J'ai aussi beaucoup chassé solo la bécasse avec ma chienne, une chienne d'arrêt. Après, j'ai beaucoup pratiqué la palombe à l'approche. Un Approche. peu, j'ai chassé. Ouais, à l'approche. Ah oui, la palombe à l'approche, je ne tirais que les palombes qui étaient postées posées sur l'arbre sur lequel je m'étais approché au plus près. Ah ouais. Donc voilà, tu vois, j'avais déjà développé un peu, tu vois, ce truc, cet instinct. J'ai chassé un peu le canard aussi, un peu comme toi, quoi. Mais bon, moi j'avais une cabane carrément. Nous, on appelle ça dans le sud-ouest guitère, donc une chasse au canard, quoi. Il y a une cabane dans une mare avec des appelants en volière qu'on attache à des endroits un peu précis, quoi. Ouais, on a ça dans Et le nord puis, aussi, les huttes et les gabions, ouais, pareil. ouais, voilà, mais c'est la même chose, hein. En fait, hutte, gabion, guitare pour nous, guitare, si tu veux, ça vient du mot du patois local où nous, le canard, c'est le gîte. Donc, la cabane dans laquelle tu chasses le gîte, c'est la guitare, tu Ouais. vois. Euh, donc, en fait, c'est tous pareil, hein. C'est à quelque chose près, c'est des cabanes au bord d'un plan d'eau pour pouvoir faire poser les canards et chasser, quoi. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour de tout ça, donc je savais plus trop. Voilà, j'avais des envies de chasser autres. Donc, j'ai regardé Seasons pas mal, et puis il y avait pas mal de reportages sur la chasse à l'arc. Ça m'a rappelé un peu quand j'étais gosse et qu'on faisait l'arc, tu sais, comme beaucoup, avec une noisetière. Et puis une branche de noisetier à peu près droite pour faire une flèche, et puis on essaye d'attraper une poule pour prendre des plumes pour faire les vannes, et puis on finit par pourchasser les poules et leur tirer dessus, tu vois. Et puis voilà, ou dans la cour de la ferme à la maison, chez papy mamie. Et puis là, c'est à peu près cette époque-là où je cherchais à changer un peu de chasse. Et du coup, je me suis dit, la chasse à l'arc, ça serait pas mal. Et puis, la vie a fait que je suis tombé sur un gars en cherchant à chasser le gros gibier au fusil qui chassait à l'arc. Donc, il m'a mis à l'étrier, qui m'a mis du matos à dispo chez lui. Il m'a réglé un arc à mon allonge et puis quelques flèches. Puis après, j'ai acheté mon premier arc. Puis après mon deuxième, puis après mon troisième, puis je me suis acheté un tradi, puis deux tradis.
Voilà. Puis après, bon, bah, je me suis émancipé assez vite, comme dans tout ce que je fais, que ce soit la chasse ou la pêche ou même le travail. J'aime bien faire moi-même mes propres expériences. Et puis du coup, ben voilà, je suis tombé dedans, ça me convenait, c'était nouveau, c'était plus frais, on va appeler ça comme ça, on va dire ça comme ça, c'était plus frais comme chasse. Et puis, ben, il y a quelque chose qui a été aussi très bon pour moi, c'est que j'ai eu tout de suite des résultats, Ouais. tout de suite. Première saison de chasse, 7 chevreuils, un sanglier, une vingtaine de ragondins. Quelques tirs sur des renards, donc tu vois, déjà, ça aide vachement, quoi. Et puis, ben voilà, après, ben, j'ai continué, et je continue, et puis je vais continuer à m'améliorer, à développer du matériel depuis mes débuts, comme j'ai toujours fait, mes premiers tristands, des échelles d'affût pliantes pour pouvoir mettre dans la voiture, des échelles pour monter au tristand type perroquet qui se démontent. Avec des griffes rétractables pour pas abîmer la voiture, enfin plein Ouais. de trucs auxquels je pense pour développer. Et puis bah, maintenant dans le saddle, bon bah, toi tu le sais, hein, et certains autres le savent aussi, je développe pas mal de trucs à base de dynéma, j'essaye pas mal de choses, ça va pas, ça marche pas. Puis comme tu l'as très bien dit, je partage tout presque avec bah, ceux qui veulent bien regarder ce que je fais. Et puis ben, je prends les critiques qui sont pas vraiment des critiques finalement, c'est ah t'aurais dû faire comme ça et pourquoi pas comme ça. Et du coup je prends un peu tout et puis je remixe à ma sauce et puis ben voilà, ça marche pas trop mal, tu vois. La Ah, preuve moi, en est encore. je trouve que tu fais des vidéos qui sont top. En plus, elles sont courtes, enfin, donc on arrive à les voir tout de suite et on voit que c'est le vécu, c'est ça qui est vraiment important. C'est marrant ce que tu partages parce que moi, j'ai un peu le même passage. Je continue, chasse à la bécasse avec mon chien. J'adore le canard, j'adore la chasse à l'arc, mais c'est vrai que la chasse au canard, surtout à la peau. Ici, tu sais, on a des grandes étendues, on peut les faire venir. Ah, C'est la voilà. liberté absolue, je trouve ça génial. Et en fait, je m'aperçois qu'on est assez proche parce que je crois que ça doit être mon 30e permis aussi. Et je crois que j'ai regardé, parce que j'ai une chaîne où tu sais, je partage un peu les chasses. Je crois que mon premier brocard en France, c'était il y a 9 ans. Donc j'ai dû démarrer la chasse à l'arc à 9-10 ans aussi. Et même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé tirer à l'arc quand j'étais jeune. Et puis j'y suis venu après. Et comme toi, ce qui me plaît dans la chasse à l'arc, c'est le challenge. Et là, sur la chasse, bon, la chasse à l'approche, c'est un gros challenge. Donc c'est vrai que c'est gênant parce que si tu fais que ça, potentiellement, tu peux mettre du temps avant d'arriver à avoir du succès parce que c'est quand même compliqué, il y a plein de techniques à apprendre. Je pense que c'est plus facile d'avoir du succès tout de suite avec la chasse en hauteur. Et ce que j'aime bien aussi dans la chasse en hauteur, comme tu le dis, c'est de revenir à notre enfance quand on grimpait. Enfin, moi, tu sais, je grimpais aux arbres pour manger des cerises, les techniques un petit peu d'escalade. Et du coup, on remélange un peu tout ça et en fait, on revient un petit peu à notre enfance en redécouvrant une façon différente de suivre notre passion pour la chasse et je trouve que c'est excellent et je pense que ça a beaucoup d'avenir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive en essayant d'aider à développer la chasse à l'arc, mais surtout essayer de faire en sorte que les gens comprennent que quand on chasse en hauteur, faut faire attention, faut s'accrocher, il y a vraiment des trucs à prendre et c'est pas négociable parce qu'on ne peut pas rentrer chez soi handicapé ou pire parce qu'on ne se sera pas attaché pour monter à l'arbre. Donc, on se concentre pour là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu partages sur Facebook. Donc, HippoChasse sur Facebook. Et puis, tu es beaucoup actif aussi sur le groupe des chasseurs en saddle, le FSH, le French Saddle Hunter. Donc, si les gens veulent te suivre, c'est vraiment le bon endroit pour regarder et prendre les petites astuces. Ouais, c'est vrai que c'est une belle idée d'avoir fait cette page Facebook parce qu'en fait, là, on voit que tout le monde échange on va appeler ça, on va dire, dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Parce que bon, il y a d'autres groupes Facebook où ben, les mecs, ils se tirent dessus à boulet rouge et à balles réelles. Nous, c'est pas le cas. Les gars montrent des choses. On leur demande d'expliquer, le mec il fait bien l'effort d'expliquer, il y en a plein qui posent des questions, tu vois, sur mes derniers posts, bah, le post de hier soir,
Tu vois, les gars, il y a des gars qui sont intéressés par le bridge, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah, pourquoi, comment, et ça sert à quoi, et c'est bien, c'est pas bien. Et voilà, et ben moi, pour moi, je trouve bien, parce que bah, tu vois, mon gabarit fait que bah, c'est pas mal. Pour des petits gabarits, c'est peut-être bien aussi, mais bon, moi je trouve que c'est bien. Donc voilà, mon ressenti, je leur ai donné mon ressenti, je leur ai passé quelques liens de là où ça se trouve. Et puis là, tu vois, même certains, ils ont été cherchés et puis bah, ils ont trouvé même moins cher, tu vois. Donc c'est ça Ouais. qui est bien dans le groupe, c'est qu'on partage des choses, des ressentis, des expériences. Et puis voilà, c'est tout dans de la bonne humeur et la bienveillance. Ce Ouais, qui je n'est pense qu'il pas faut le garder cas ça dans. comme, je pense qu'il Ouais, voilà. faut garder ça comme ça. Je pense que c'est l'esprit. Il y a plein de techniques différentes. On fait des choix différents en fonction de son style, son côté aventurier ou pas, du nombre de jours que tu as pour chasser aussi, parce que plus tu chasses, plus tu peux tester des équipements, moins tu chasses potentiellement, plus tu vas aller à l'essentiel, avoir des résultats. Donc je pense que c'est vraiment un groupe qui est sympa où tout le monde partage. Et puis, des moments quand tu fais des trucs de travers, moi il y a plusieurs années, je ne sais plus combien c'était, peut-être 5 6 ans maintenant, j'avais partagé une vidéo, tu sais, je t'avais parlé sur les baudriers pour faire une ceinture de lineman, il y avait un truc que je n'avais pas fait attention. Il y a quelqu'un qui m'avait mis un commentaire et c'était un problème potentiellement de sécurité. Et j'avais trouvé ça excellent que la personne partage parce que ça m'a permis de rattraper le truc tout de suite. Et maintenant, dans les vidéos, d'en parler très fréquemment pour éviter que quelqu'un d'autre potentiellement se mette dans une situation à risque. Et je trouve que voilà, ces petits forums là, c'est sympa. En plus, là, ta chasse d'hier, moi j'ai trouvé ça génial parce que il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Et là où tu t'es mis en poste, parce que je pense que moi, de mon point de vue, c'est le truc le plus important de la chasse en hauteur, c'est d'avoir quelque chose derrière soi qui cache la silhouette. C'est pour ça que j'aime bien chasser en saddle, c'est pour pouvoir avoir l'arbre devant pour que ma silhouette soit bloquée, donc comme ça derrière l'arbre. Mais en plus, quand tu veux pivoter, si tu peux avoir du feuillage ou quelque chose derrière, ça te cache plus, ça t'enlève un peu la boule de ton corps. Et là, avec ta position avec le lierre derrière, je trouvais que c'était vraiment excellent, quoi. Bah, tu vois, la preuve, ça a fonctionné malgré que, bon, ils étaient quand même, ben, c'est ce que je te disais, hein, sur la vidéo, ça rend pas bien parce que j'ai pas encore le bon matos vidéo, mais tout de suite, dès qu'ils sont sortis sur la fougère sèche, donc on va dire en plein clair, ils étaient en alerte, les 5. Ouais. Deux grosses, c'est ce que je te disais, deux grosses lait de plus de 100 kilos qui sont sûrement pleines comme des barriques. Les trois bêtes rousses, comme d'habitude, hein, les bêtes rousses, elles sont en avant hein, parce qu'elles sont un peu folles et voilà, tu sais, ça joue, ça bataille. Mais tout de suite, tac, ça s'est mis en alerte. Il y avait quelque chose. Ils ne Ouais. savaient pas quoi. Ils ne savaient pas ni d'où ni comment. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'ils ont avancé parce qu'ils ont fait quand même presque une centaine de mètres avant de se rapprocher de moi. Et puis, dans la zone des 20 mètres, ils se sont bloqués. Et là, il y avait une des grosses, c'était pas la plus grosse, mais qui était avec les petits. Et là, tu sentais, tu vois, qu'elle était tendue. Elle allait à gauche, à droite, elle avait la queue qui allait dans tous les sens. Avec les oreilles, enfin ses écoutes, elle cherchait un bruit. Elle avait la truffe, le nez en l'air et puis le gros en l'air et elle cherchait, tu vois. Et puis bah, le petit, lui, il s'est approché, il est reparti, il est revenu. Puis finalement, ben, à un moment donné, il s'est mis comme il fallait parce que bah, toi, tu as vu la vidéo, donc tu peux. Je suis Ah, resté t'as fait un beau armé. tir. Je suis resté armé un bon moment, un bon 2 minutes 15, 2 minutes 30, tu vois, d'après le chrono de la vidéo. Et puis bon, voilà, le tir est pas mal. En plus, bon, moi, j'ai essayé une sèvre, une hybride en 2 pouces. Ouais. Tu vois, c'était vraiment un essai. Je trouvais vraiment que c'était un peu gros comme lame. Pour avoir déjà tiré de la 2 pouces avant de l'hybride, je me disais, putain, en hybride, il faut quand même de la patate. Hein, donc, bon. Mais bon, ça fait le taf. Hein, quand on l'a dépecé, bah, t'as vu les photos. Ouais. La plaie, elle est impressionnante. L'hémorragie, j'étais voilà, comme souvent avec, enfin non, comme tout le temps avec les sèvres. Et puis bah, la sortie, les côtes qui pètent, enfin ouais, l'os qui est pété. Elle a carrément l'épaule déboîtée. Quand on a voulu la charger dans la voiture, elle avait clairement l'épaule déboîtée, tu vois. Donc ça a vraiment tapé fort.
malgré que le ploc, il n'a pas été. Moi, c'était un ploc. Et j'ai eu des plocs sur des plus gros sangliers, tu vois, un des plus gros que j'ai fait, le plus gros que j'ai fait, 87 kilos, où le ploc était plus fort. Mais bon, je pense que c'est aussi dû au fait de l'environnement et de la végétation autour, tu vois. Ouais, puis Mais puis si bon, si tu tapes dans le diaphragme ou pas aussi, quoi. Là, en plus, moi, ce que je trouve génial, c'est que bon, plus c'est large, plus c'est lourd, plus forcément les lames sont un peu plus fines, donc potentiellement plus fragiles. Et là, ta lame, elle avait rien sur la photo, quoi. Donc, on voit bien que ah ben non, même mais il n'y a pour une rien, tu vois. mécanique, Écoute, je vais même te dire très, très franchement, bon, hier soir, quand je suis rentré, elle est restée hors du carquois, mais posée sur la boîte d'arc. Et ce matin, je me suis attelé à la nettoyer comme d'habitude avec une vieille brosse à dents. Je l'ai refermée, je lui aurais remis une élastique, je repartais chasser, quoi. ouais. Il n'y a pas un pet sur la lame, ça tranche bah, comme quand on l'a sorti de la boîte. Donc voilà, c'est prêt à rechasser, tu vois. Ça a tenu le coup. Bon, Non, non, après, mais enfin, quand même, les saveurs, là, c'est on les connaît la bien. conception de cette lame, elle est quand même pas mal, pas mal, Ouais, ouais, bah, c'est des pas lames en mal. titane. Ça tourne les os, ouais, puis c'est du titanium, quand même, le bâti, donc c'est quand même dur, quoi. Ouais, non, mais tu les connais bien, moi aussi. Moi, je crois que depuis qu'ils les ont sortis, je chasse avec, ça doit faire, je sais plus combien de temps, ça doit faire au moins 3 ans. Et ouais, j'ai eu des moments, des trucs impressionnants parce que traverser deux épaules, tu vois, de chaque côté, j'ai des deux pattes avant cassées, tu vois, dans les épaules, et la lame derrière à l'arrière. Et à chaque fois, là, ce qui est génial, c'est que voilà, c'est des animaux qui meurent vite, que tu retrouves à 20 ou 30 mètres tout de suite. Et de temps en temps, tu vois, là, cette année, j'ai eu une situation, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai fait une mauvaise flèche un peu arrière. Et en fait, la longueur de la lame, ça m'a permis de taper une artère avec un animal qui est mort à 30 mètres. Alors que, tu vois, si j'avais potentiellement une bilame ou une trilame plus petite, j'aurais peut-être pas tapé dans la fémorale et j'aurais peut-être potentiellement pu perdre l'animal, tu vois, je sais pas. Mais c'est une lame qui vole super bien, qui est super robuste, qui est facile à utiliser. Et quand on a une situation où malheureusement on ne fait pas un tir parfait, à ce moment-là, pour le coup, l'animal était de travers arrêté, il n'y avait pas de situation, hein, c'est juste moi dans l'exécution, ou est-ce que j'ai tapé une petite branche, je ne sais pas. Normalement, il n'y en avait pas. Mais bon, voilà, la lame a fait le taf et ça permet d'avoir un plan B, d'avoir un super bon résultat et de ne pas perdre des animaux parce que ça, c'est pas ce qu'on veut quand on chasse à l'arc. Et du coup, c'est une très très bonne lame, quoi. C'est pour ça qu'on la propose sur le site. Je ne sais pas si on était les premiers ou dans les premiers à la lancer en France, mais ça fait 3 ans qu'on l'utilise. On l'a lancé l'année dernière et toi, ça, tu l'utilises depuis plus longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est une gamme de lames que moi, Moi, je trouve qui est vraiment fantastique. ça fait bientôt 6 ans hein, que je l'utilise. J'ai j'ai toute Hum. la gamme de la plus petite à la plus grosse, que ça soit en hybride ou en simple. Je les ai toutes testées. Ben, ça y est, maintenant j'ai testé la dernière, donc bon, ben, je les ai toutes validées hein, de toute façon sur beaucoup d'animaux différents, des plus ou moins durs et des moins durs. Et ce que je fais, parce que bon, j'en ai distribué à une époque, parce que j'avais des facilités d'importation que d'autres n'avaient pas. Et c'est surtout que bon, ben voilà, quand tu publies sur les réseaux, les gens ils te demandent c'est quoi cette lame? Eh ben, alors tu montres ta lame, ça se trouve où? Ben, nulle part en France, parce que bon, ben, il n'y avait pas de distributeur en France, il faut quand même pas s'en cacher, hein. Il n'y avait pas Ouais. de distributeur en France. Ben moi, avec les facilités que j'avais, donc j'en ai fait rentrer un petit peu, puis après j'en ai distribué à des potes un peu partout en France. Donc elles ont chassé beaucoup en France, elles ont chassé en Afrique du Sud. Ouais. Et en fait, j'ai demandé à tous mes potes qui avaient ces lames de m'envoyer leurs photos. Donc en fait, j'ai un dossier photo complet des dégâts que produisent les sèvres sur les animaux. Hum. Donc déjà, c'est bien parce que bah, j'ai quand même pas mal prélevé avec ces lames, que ce soit des sangliers, des chevreuils, renards, même des blaireaux. J'étais très surpris avec des blaireaux qui sont restés carreaux. Pourtant, un blaireau, voilà, hein, le blaireau européen, c'est quand même
je sais pas, l'équivalent que vous avez aux États-Unis, vous, c'est le glouton ou un truc dans le genre. Voilà, ils appellent ça Ou, ils appellent ça des badgers. On n'a pas le droit de les tirer ici, mais ouais, les blaireaux, j'en ai fait un aussi avec une saveur. Et voilà, les saveurs, je le trouve excellentes. C'est pour ça qu'on les vend. On a une super relation avec la boîte saveur qui d'ailleurs s'est fait racheter par Easton. Et on est content de pousser leurs produits parce que, bon, comme nous, c'est un peu notre philosophie, quoi. On vend les produits qu'on utilise. Ça fait plusieurs années qu'on les utilise. On connaît le résultat. On sait que c'est des bonnes lames. Et l'avantage des lames mécaniques, même si la France est toujours un petit peu tri-lame, lame fixe, c'est que oui, la flèche doit sortir parfaite, tout doit tomber au même point. Mais bon, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait de la formation. Pierre-François, tu sais bien que de temps en temps, il y a des arcs qui sont un peu compliqués à régler, que ça ne va pas tomber pile, que dans une situation de chasse, ton matériel peut un petit peu bouger. Et quand ça arrive, bah, tu ne peux plus trop faire le réglage. Donc, avoir une lame mécanique qui vole comme ta lame d'entraînement, comme ton point d'entraînement, ça te donne quand même la conscience tranquille. Et quand tu as une bonne lame mécanique, parce que le problème des lames mécaniques initialement, c'est qu'elles étaient fragiles. Mais quand tu as une lame mécanique comme la Saver qui pénètre, avec une tête qui est aussi pointue en titane, tu n'as pas à te poser de questions. Tu sais que si ton arc est réglé et qu'il tire correctement, même si ta flèche ne vole pas parfaitement droite, avec la Saver, tu vas avoir des résultats. Donc, moi, je l'aime bien l'avoir dans le carquois tout le temps parce que si j'ai un doute, ben avec la saveur, il n'y a pas de doute. bah ouais, tu vois, bon, moi j'ai le carquois qui est prêt pour demain parce que bon, j'organise une battue mixte là, donc il y en a dans mon carquois parce que j'ai deux carquois, un carquois affût, un carquois battu. Mais ce qu'il y a de bien aussi tu parlais des réglages d'arc, c'est qu'avec la saveur, comme tu dis toi, moi je dis sèvre, mais bon, c'est quand tu dis saveur, c'est qu'en fait, il y a cette petite vis de verrouillage qui permet de s'en servir comme une pointe field. Et Ouais. en fait, là, c'est vraiment le truc où tu tires avec la même pointe tout le temps. Tu règles pas ton arc avec une field et après tu tires à la lame. Là, tu mets ta pointe mécanique en mode field, tu fais tes réglages, ça va bien, tu la déverrouilles avec la petite vis qui est fournie, tu as une lame de chasse prête à faire feu, quoi. Et Ouais, ça, c'est pas mal. ouais, Il y a ça, pas c'est mal les de autres. mecs qui ont été. Ouais, c'est les autres trucs que j'aime bien, effectivement. Donc on peut bloquer les lames en mettant une vis qui est fournie avec au milieu, donc ça permet d'en faire une pointe d'entraînement, en fait. L'autre truc que j'aime beaucoup avec les saveurs, c'est qu'elles sont emballées une par une. Tu sais, de temps en temps, je vais dans des chats, je prends des flèches supplémentaires. J'ai toujours une boîte ou deux de saveurs, une par une, dans mon sac à dos. J'ai toujours aussi peur de partir à la chasse avec mon carquois de flèches d'entraînement. Je sais qu'un jour, ça va m'arriver. Là, avec la Ah ouais. saveur, tu mets deux petites boîtes dans ton sac, tu en as toujours. Si jamais ça t'arrive, tu peux changer, tu peux mettre des lames supplémentaires. Ça, c'est bien. Je trouve que ouais, c'est vraiment un système qui fonctionne bien. Alors bon, il y a d'autres bonnes lames, c'est pas la seule, mais je trouve que au niveau qualité-prix, résultat, pour moi, c'est la meilleure du marché sur les mécaniques. Et oui, on voit tout. Voilà, si vous voulez voir les résultats avec la saveur, regardez Hippochasse parce qu'il y a toujours du monde au tableau avec la lame saveur. Une question que je vais te poser également, Pierre-François, c'est au niveau de ta chasse. Tu me disais que tu as démarré à pied, tu chasses plus en hauteur. Comment tu fais aujourd'hui? Tu chasses toujours à l'approche et à l'affût en hauteur? Quel matériel tu utilises? Comment tu gères ta chasse à l'arc aujourd'hui de ce côté-là? Alors, aujourd'hui, en grande majorité, c'est de l'affût. Et j'ai la chance d'être dans une CCA où bah, le président est archer. On est 9 archers sur la commune. J'ai découvert en organisant la première chasse de cette année, puisqu'en fait, c'est un peu moi qui ai lancé les chasses arc sur la commune avec les archers de la commune, que ben, il y avait un autre gars dans saddle. Le gars il me dit ah ouais c'est toi qui viens chasser pas de chez moi. Je dis ouais ouais et tout. Ah, il me dit ouais j'ai vu ton Tristan. Ben, je dis ouais ben, c'est le Tristan que j'ai vendu au président et tout parce que ouais, moi je chasse perché. Et le gars il me dit ah ouais moi aussi je m'accroche dans les arbres. Je dis, ah bon tu t'accroches dans les arbres mais comment? Ah mais je chasse en one stick. Non, mais tu rigoles. Il me dit, non, non, j'ai vu ça et tout, je chasse en one stick. Ben, je dis, moi, je suis en saddle et sur du fixe et puis sur le Linacent, là, le Alpha, le premier que j'ai eu. Ah, il me dit, ah la vache, c'est bizarre et tout. Et puis, en fait, dans le groupe qu'on a créé, ben, il y a une demoiselle aussi qui chasse aussi en saddle.
donc un alpha elle aussi, Ouais. et à qui j'avais revendu un de mes premières selles. Parce que comme tu le sais, hein, il n'y a rien en France. Donc en fait, j'ai fait tout à tâtons et j'ai appris aussi en regardant les vidéos YouTube en anglais que je comprenais pas, mais que j'ai réussi quand même à déchiffrer le truc et puis y arriver. Et du coup, j'ai commandé un premier lot, un premier saddle pour démarrer, tu sais, le Mondo de chez XOP, là, tu sais, avec Ouais. le harnais hybride. Je me dis au moins comme ça peut me faire pour le Tristan et puis ça peut me faire pour le saddle. Mais bon, c'est vraiment du hybride, quoi, donc c'est pas top. Après, j'ai eu un autre, un unit, mais qui était un peu petit pour moi, donc c'est celui que j'ai revendu, puis que Charlotte, elle m'a pris. Et puis maintenant, là, je suis sur un bon matos, là, franchement, j'en suis très content et j'en ai conseillé à quelques-uns, d'ailleurs, de la page qui l'ont. J'ai une Latitude méthode 2 Ouais. qui est quand même, pour moi, pas mal. Pas mal. Et puis, ils font des tailles adaptées à mon gabarit. Donc, ça, c'est quand même aussi pas mal. Et puis, voilà. Après, au niveau de ma chasse, c'est plus l'affût, je disais, parce que on utilise, euh, mais c'est très bien. D'ailleurs, j'en suis très heureux dans des secteurs où les mecs à l'affût, à la carabine, où les battues sont pas possibles. Donc, tu vois, là, par exemple, le prélèvement d'hier soir, je suis clairement entre un lotissement, des maisons, comment on appelle, des petites maisons, une entreprise de bois, un champ de maïs. Tu vois, grosso modo, c'est ce que je te disais au téléphone. C'est qu'une fois perché dans ma selle, en fait, tu vois les gens dans leur intérieur, tu vois, à travers la baie vitrée. C'est pour te donner un ordre d'idée de la proximité des gens. Ça te fait pas, Donc, en fait, ça te fait passer la chasse quand tu vois pas grand-chose. non, voilà. Mais ça peut aussi te déconcentrer. J'avoue, tu vois, hier soir, je suivais de l'oreille l'entraînement de rugby des cadets, tu vois, au loin, les coups de sifflet, les mêlées, tout ça. Et voilà, donc c'est aussi, c'est très bien, tu vois, qu'on m'utilise et j'en suis très content dans ce genre de situation. Donc c'est plus de l'affût du coup. On privilégie plus l'affût pour les qualités de l'arc, hein, pas de bruit, ça dérange pas les gens. Et puis il faut quand même faire le boulot entre guillemets parce que nous on a des grosses problématiques de sangliers. Ouais. Donc là, tu vois, j'ai posé la question donc cet après-midi. Bon, tu as vu, on était en après-midi déblayage des arbres parce qu'on a subi une grosse tempête récemment. Et du coup, j'étais avec le président et je lui ai posé la question. Je dis, alors, au niveau des sangliers, on en a combien? Il me dit, avec le tien, on est à 149. Donc en fait, j'ai fait le 99e et j'ai fait le 149e. Donc j'ai jamais réussi à avoir des controns, tu vois, ça l'a fait marrer. Mais voilà, donc pour te donner un ordre d'idée, sur cette ACCA, depuis le 1er juin, on a tué 149 sangliers. Et aujourd'hui, dans la forêt, malgré la tempête et les arbres couchés par terre, on est passé dans des secteurs où tu vois que c'est défoncé par les sangliers. Tous les lotissements de ce village sont visités régulièrement par des sangliers. Tu as les bordures, elles sont défoncées, les trottoirs, ils sont défoncés. Ils s'infiltrent entre les maisons et puis alors s'ils arrivent à rentrer dans le parc d'une maison, je te raconte pas quoi. Ouais. Donc en fait, il y a des gens qui sont contents de nous voir en grande majorité et puis alors quand le président leur propose de mettre un archer, ils sont un peu surpris. Alors il leur explique que bon ça fait pas de bruit et puis que voilà le prélèvement il sera fait et puis on va entre guillemets déplacer les animaux parce que c'est un peu le but aussi. Tu vois Bien comme sûr. hier sur la compagnie qui m'arrive. Clairement, j'avais pas tiré les deux grosses. J'ai tiré ce petit, comme ça, tout le monde s'en va, et ce qui est confirmé avec les caméras, puisqu'en fait, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient là, ils ont disparu, donc je les ai déplacés. Bon, tu vas me dire, c'est déplacer le problème ailleurs, mais au moins, ça laisse les gens un peu souffler.
Et parce que refaire son jardin tous les matins, c'est un peu compliqué si tu veux, quoi. Non, Et c'est sûr. voilà, donc Je pense que c'est là où la chasse à l'arc peut vraiment aider. Moi, je considère que la chasse à l'arc, c'est l'avenir. J'aime bien chasser à la carabine, je chasse un peu à tout, au fusil. Mais la chasse à l'arc, je pense que c'est mieux accepté. Ça nous force à être des meilleurs chasseurs. Tu vois, moi, j'aime bien chasser à l'approche. J'ai comme ça que j'ai démarré. J'ai eu de la chance d'avoir des résultats tout de suite, de faire des bonnes approches. Mais c'est compliqué. Et c'est pas vraiment dans la culture. Les gens qui veulent basculer de la chasse à la carabine à l'approche, à la chasse à l'arc, c'est complètement différent. Honnêtement, aujourd'hui, n'importe qui peut tuer un chevreuil à 80 mètres à la carabine, il n'y a aucune difficulté. Par contre, approcher à 20 mètres, c'est compliqué. Et c'est là où je te rejoins. Je pense que pour développer la chasse à l'arc, plutôt que de démarrer à l'approche, comme tout le monde fait quasiment, ben finalement, démarrer en hauteur, c'est peut-être mieux parce que c'est plus efficace, il y aura plus d'opportunités de tir. Euh, Plus on tire, mieux on tire. Donc, il faut également accepter de, même si on veut bien faire, ben faire des erreurs, louper, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et si tu dois faire 2, 3 saisons pour tirer 2 ou 3 flèches et les louper, c'est dur. On va perdre beaucoup de personnes. Alors que si tu fais 4 ou 5 depuis ton affût potentiellement suspendu, bah, tu vas y arriver plus vite. Et après, une fois que tu as bien compris les thermiques, comme hier, ta situation, tu voyais bien qu'ils étaient nerveux, c'est que quelque part, ils te sentaient. Et même si tu avais, comme tu m'as expliqué, ta corde ou ta petite plume qui allait dans le vent, moi, je recommande aux gens de regarder l'asclépiade. C'est une plante que les papillons adorent, donc c'est génial. Et ça permet de voir les thermiques parce que c'est quelque chose qui vole, contrairement à la poudre où tu as un truc, tu as un flash sur un jet sur 1 mètre. Là, c'est un truc que tu peux suivre. Et en fait, c'est très bizarre. La dernière fois, j'étais en battu, je l'ai lancé. Le truc est parti devant. Il est reparti complètement derrière moi. Et après, il est revenu, il est repassé. Ça veut dire que toutes mes thermiques faisaient le tour pour après repartir là-bas. Donc, même si le vent démarrait comme ça, finalement, les thermiques repassaient devant. Et en fait, quand tu vois ça, tu comprends mieux. Et quand tu vas passer à l'approche, tout ça, tu vas beaucoup plus le comprendre. Et si tu as le bon matériel, comme ce truc Asclepia, là, tu sais qu'il y a une plante là, ben en fait, tu deviens un meilleur chasseur. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer, quoi. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et après, quand tu parles de la chasse en affût suspendu, pour les gens qui écoutent, c'est quelque chose qui. Alors, il y a des gens qui vont pas à qui ça va pas plaire ce que je dis, mais bon, je vis aux États-Unis, donc je le vois. La chasse en affût suspendu, c'est en train de tout prendre ici. Tout le monde se met à la chasse en affût suspendu pour 2 raisons. La première, c'est que le matériel est en règle générale plus léger. Et pour moi, les 2 raisons pour lesquelles j'aime beaucoup chasser en affût suspendu quand je peux ou en saddle, c'est un, au lieu d'être devant l'arbre comme dans un twist-stand, on est derrière, donc ça veut dire que notre silhouette est cassée, donc c'est beaucoup plus difficile pour un animal de nous voir. Et 2, vu qu'on n'est pas obligé de se tenir sur ses pieds ou sur ses fesses comme sur un twist-stand, on peut utiliser la gravité à notre avantage en étant tenu par la corde et dans le harnais, et du coup on peut pivoter autour de l'arbre et tirer à 360 degrés. Et donc en battu ou même sur des postes d'affût ou d'un seul coup ça n'arrive pas comme tu le voulais, ben, tu es toujours dans le match. Et je pense que voilà, en France, ça commence à se développer, comme tu le dis, il n'y a pas grand-chose, ça arrive. Nous, on va lancer des nouveaux produits cette année. On espère pouvoir arriver avec une sellette pour essayer de réduire un petit peu les prix, parce que la sellette dont tu me parles, elle est pas mal, elle est un petit peu plus lourde, mais bon, c'est des sellettes qui vont chercher dans les, je sais pas, 300, 350 euros, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. plus que ça, hein, on est presque à 500 euros. Hein. Ouais, donc tu vois, donc ça fait des budgets. Donc nous, on voudrait rentrer dans des trucs où on peut proposer quelque chose qui marche bien, tu vois, dans les 200 ou 200, moins de 250 max. On a déjà des produits pour permettre aux gens de démarrer avec un baudrier d'escalade, tu vois, pour leur donner le goût. Mais ouais, il y a des choses à faire. Donc bon, on espère contribuer à tout ça, mais on pense que c'est quelque chose qui va se développer. Et encore une fois, si les gens te suivent, ils vont voir vraiment l'étendue de la technique. Et pour moi, la chasse en hauteur, quand on veut chasser à l'arc, on peut discuter si c'est la plus belle ou pas. Peut-être l'approche est la plus belle chasse à l'arc, mais pour moi, c'est la plus efficace. Bah oui, et puis il y a l'avantage aussi avec le matériel de chasse en affût suspendu, c'est que quand même c'est euh, plus polyvalent et c'est surtout beaucoup plus léger à transporter parce que bon, moi, comme je te disais tout à l'heure, on m'utilise entre guillemets beaucoup pour des dégâts dans des secteurs où on peut pas aller à la carabine. Tu vois, l'été dernier, j'étais appelé en plein centre du bourg d'un village avec un petit bois à côté où ben, les chevreuils viennent là et puis ben, ils sortent et puis en fait ils vont chez le maraîcher d'à côté et puis ils lui fusillent sans salade par soir quoi.
Ouais. Donc, c'est facile à transporter. Je suis arrivé avec mon Innocent, l'Alpha. Voilà, j'ai trouvé des coulées bonnes. Et je suis monté. Bon, le chevreuil, il est passé un peu plus loin. Mais bon, j'ai eu la chance de prélever un blaireau qui, lui, est arrivé tranquille et puis qui est pas reparti, hein, clairement. Mais c'est que, voilà, c'est plus facile, tu vois. J'ai toujours mon matos dans le coffre de ma voiture, hein. J'ai pas une grande voiture, j'ai un Duster, mais voilà, ça prend moins de place que ce que j'ai fabriqué au début. Donc les Tristan, au début, Tristan avec échelle perroquet, tu vois, bon, c'était quand même 3 brins de 1,50 m. Donc bon, il fallait baisser les sièges de la voiture. Après, j'ai eu un Tristan d'autogrimpant, un Summit. Mine de rien, ça prend de la place dans la voiture. Quand tu veux partir à plusieurs en voyage de chasse, comme ça nous est arrivé, en fait, il faut louer un fourgon, quoi. Ah, si, Voilà. si tout le monde vient avec son Summit, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'avec la Lina 5, là, tu peux partir à 4. Les 4, elles rentrent dans le coffre Ouais, sans voilà, problème. parce que tu vois, après, je suis passé sur un autogrimpant Lone Wolf quand on a rencontré une association voisine où les mecs, ils sont tous équipés de ça et qui chassent toutes les battues, ils sont tous perchés ou presque. Et quand on les a vus plier les Lone Wolf, c'est le Free Climber. Moi, j'ai eu le Free Climber 2. Tu le fous au fond de ton coffre, tu mets ton sac de voyage, ton arc par-dessus, tu pars en voyage, quoi. Et du coup, j'ai voulu développer tout ce truc-là, parce que moi, je faisais des échelles d'affût et j'en ai eu fait, et je chasse encore sur certaines, en pliant, parce que je cherchais toujours à ce que ça rentre dans le coffre de ma voiture, tu vois. Et là, Ouais. franchement, quand je suis tombé sur le saddle, que ça soit sur de la plateforme fixe avec des échelons type Grain Pro comme tu proposes, ou alors encore mieux le Innocent qui soit Alpha ou Select. Mais là, franchement, tu vois, quand je pars en voyage de chasse, je le mets au fond du coffre de la voiture, les bagages par-dessus, l'arc, la selle, la selle. Bon, moi, je monte et je descends en one cord. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup besoin de matos, hein. Ma selle, ma corde avec mon gris-gris, mon arc, et puis je suis parti chasser, quoi. L'Innocent, il est au fond du coffre de la voiture. De toute façon, il y est tout le temps. Donc, en fait, grosso modo, j'ai juste à mettre mon arc que je laisse pas dans la voiture, et puis je pars chasser, tu vois. Ah, bon, Donc, c'est ça, en fait, c'est cette quête du chasser léger, tu vois, qui est un peu d'ailleurs la doctrine de la FFCA, hein. C'est chasser léger. Et en fait, avec maintenant ça, le Linacent ou ce que tu proposes, et puis ce qui va arriver là dans les produits dont tu m'as parlé, pardon, euh, là, franchement, pour le coup, tu chasses léger, quoi. Tu ah, chasses en affût en l'air. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, c'est beaucoup plus simple parce que tu vois les animaux arriver. Tu auras plus de chances de prendre des animaux dans tes débuts que faire de l'approche où tu vas te faire piper. Franchement, avec les thermiques, et puis il n'y a pas que les thermiques, hein, il y a le bruit pour s'approcher, c'est quand même pas évident, hein, tu sais, ah, suivant les biotopes dans lesquels tu chasses. Euh, donc voilà, c'est sûr que le matériel, étant donné que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose en France, mis à part que toi, tu vas commencer à rentrer du matos. Moi, j'ai tout importé des États-Unis. Donc ouais. ça m'a coûté les yeux de la tête et un bras, quoi. Mais au final, c'est un mal pour un bien parce que j'ai tout en permanence dans ma voiture. Ouais. En fait, moi, la Lina 5, je pousse même le vice, c'est que je la prends même en battu. Parce que quand je suis sur la Ouais, ligne, toi, tu as moi, cette chance-là que moi, j'ai pas encore, mais je pense que je vais travailler pour en que fait, la chance vienne, quoi. je la prends en battu deux fois. C'est-à-dire que j'ai deux façons de chasser, quoi. Si je peux chasser à l'arc, forcément, c'est s'il me laisse chasser dans la traque. Mais s'il me laisse chasser dans la traque, je vais être le dernier en poste et il va falloir que je me poste super vite parce que il faut attendre que tout soit fermé pour que je puisse rentrer. Donc, ils vont me donner une zone.
Mais le temps que je rentre sur la zone, que je regarde les coulées, que je monte, etc., les chiens sont potentiellement déjà lâchés. Donc, tu n'as pas le temps. 2 minutes, ça fait la différence. Et c'est là où j'aime bien la ligne Ascent, c'est que ça va super vite. Et puis, même si je me poste mal, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que les animaux arrivent de devant, avec la possibilité de chasser à 360 degrés avec les ring of step, je me retourne et je suis dans le match. Alors qu'avec un auto-grimpant, tu es coincé. Tu sais, tu es quand même très limité pour basculer. Ça prend plus de temps. Et puis, à chaque fois que je prenais mon auto-grimpant, je m'accrochais dans les ronces, je n'avançais pas. Je passais plus de temps à le remettre ensemble parce que les deux éléments s'écartaient qu'à prendre mon poste. Donc ça change tout. Mais la ligne à 5, je la prends aussi quand je suis sur la ligne. Et parce que dans l'Est, souvent, tu peux tirer dans la traque. Je ne suis pas toujours un grand fan de ça, mais c'est souvent le meilleur tir. Donc, le fait de monter à 3, 4, 5 mètres, où je peux le faire rapidement, c'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, je suis dans l'arbre prêt à tirer. Bon, ben là, tu vois, ça me permet aussi en battu, à la carabine, ben, d'être en hauteur et de pouvoir tirer devant pour le coup, où là, vraiment, pour le coup, j'ai la conscience tranquille. Si je tire à 20 mètres devant et que le biotope est plat, il n'y a aucun problème, quoi. Alors que si je suis au sol, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, au-delà de 20 mètres, parfois, tu vois moins bien les animaux. Donc, moi, j'utilise même en battu à la carabine. Donc, tout ce matériel-là, en fait, on se concentre sur l'arc parce que c'est là où ça démarre, mais je pense que si tu réfléchis traque à fût, etc., il y a plein de choses à faire aujourd'hui pour sortir un peu de la façon dont on fonctionne, à savoir bloquer des lignes sur des chemins, mettre des cubes de bois montés à 1,50 m d'auteur et répéter toujours le même truc où les animaux, finalement, ils prennent l'habitude. Alors que si tu connais bien ta forêt, tu sais bien où ils passent tout le temps. Tu te mets sur des coulées principales, tu mets des postes en hauteur, tu mets des échelles d'affût, des twist ends ou l'inacint ou autre. Et là, si tu veux faire des cartons, tu vas faire des cartons parce que tu vas avoir des animaux qui vont arriver en compagnie ou en petits groupes, pas trop vite. Et au lieu de faire une bête à chaque fois, tu vas potentiellement pouvoir en faire 2, 3 à chaque fois parce que tu seras toujours dans des conditions optimales pour tirer. En pouvant tirer potentiellement à 360 degrés si tu n'es pas les uns sur les autres et que chacun a son secteur, quoi. Oui, oui, mais c'est bien. Bah, t'as vu mon début de saison, hein, première sortie de saison, enfin, pas la première, la deuxième. Bon, là, c'était pour le coup, c'était sur une échelle d'affût de ma fabrication. Je fais un triplé de sanglier à l'arc, à Ouais, l'affût. Donc, tu vois, sur une coulée, en ayant repéré une bonne coulée, ce que j'appelle entre guillemets coulée majeure, qui est d'ailleurs pas très très loin de celle où j'étais hier, il m'arrive 15 sangliers à la queue leu en plusieurs petits groupes. Et c'est là que tu regrettes d'avoir que 4 flèches à ton carquois. Mais bon, j'ai mis la première, j'ai mis la deuxième, j'ai mis la troisième, et quand j'ai enclenché la quatrième, je me dis quand même, tu sais, t'es l'adrénaline, et puis, non, là, quand même, bon, le robinet c'est tari, ils sont partis un peu plus loin, ils sont passés dans des secteurs où je pouvais pas tirer. Mais bon, je pense pas que ça me arrivera, j'espère, hein, parce que c'est quand même, voilà, quand j'ai appelé le président pour lui dire, c'est bon, j'ai fléchi, il me dit, ah ouais, ouais, mais j'en ai fléché 3. Je lui dis, 3 quoi? Ben, je dis, il y a 300 milliards à ramasser. Ah, je peux te garantir qu'il est monté sur 4x4, il est arrivé vite, hein. Et voilà, donc hier soir, c'est pareil, quand je l'ai appelé, je crois qu'il n'avait pas fini de raccrocher le téléphone, qu'il avait déjà sauté dans le 4x4 pour venir à ma rencontre. Et voilà, donc c'est des gens qui sont passionnés de chasse aussi, et puis que je remercie parce que bon, ben, moi j'habite loin des secteurs de chasse, donc c'est des gars qui s'occupent de moi toute l'année, parce que je chasse quasiment toute l'année maintenant. Et puis voilà, ils repèrent des trucs. Et puis maintenant, il y a même d'autres gars, tu sais, qui savent. Donc ils disent, ah, tu diras à ton copain l'archer, et là-bas, il y a un truc, là, on peut pas y aller. Alors ça serait bien qu'il aille faire un tour, hein. Et tu vois, ce soir, il y avait un autre archer qui était dans un autre secteur qu'on a repéré au bord de la route. Et puis, ben, franchement, tu es entre deux maisons. Enfin, ouais, tu as deux maisons, tu as un gros compteur électrique, la route. Et d'un peu plus loin derrière, tu as un château d'eau. Oui, non, c'est pas un château d'eau, ouais, une réserve d'eau, plutôt une réserve d'eau ouais. pour les pompiers. C'est un truc qui est clairement inchassable en battu. Et bah là, le gars, j'ai repéré le truc en passant, je lui ai dit, il me dit, ouais, t'es sûr? Ouais, vas-y. Et à peine arrivé, il m'a envoyé des photos, il me dit, mais c'est ravagé, ils sont là, les sangliers, ils sont là. Bon, il n'a pas eu la chance qu'ils arrivent dans les bonnes heures. Mais voilà, ça c'est, tu vois que les mecs ils sont passionnés, ils aiment ça et puis voilà, ça aide vachement, tu vois, les résultats, hein. Bon, toi tu as pu lire le truc,
voilà, c'est mon 10e sanglier de la saison, quoi. Ouais. Donc, j'ai des résultats parce que bon, je suis chasseur, mais parce que j'ai, entre guillemets, une équipe logistique derrière qui s'occupe de moi et qui m'aide beaucoup tout au long de l'année, quoi. Donc, ça, je Ah, les en remercie. bah, tu leur rends service aussi, parce que je pense que c'est important de chasser, de bouger les animaux, comme Oui, tu le oui, dis. mais oui, 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 mais oui, parce Alors, que c'est ce que je te disais, quand je disais, entre guillemets, ils m'utilisent, mais parce que le président, il le fait aussi, tu vois. Cette semaine, il en a fait deux dans un château en plein centre-ville. Ils font des dégâts, ça fait 10 jours qu'ils leur courent après. Un coup, ils viennent, un coup, ils viennent pas, ils viennent pas. Ils font des dégâts, ils font pas de dégâts. Enfin, ils reviennent pas. Ils se hmm, promènent en ville, les gens les voient. Voilà. Mais oui, c'est donnant-donnant, si tu veux. ouais. Voilà. Alors, Eux, ils m'aident et moi, je les aide. Et en fait, on s'aide et ça va très bien, quoi. t'as fait aussi beaucoup de formations, tu t'occupes beaucoup des jeunes. Qu'est-ce que seraient tes conseils pour notamment les nouveaux archers qui veulent démarrer? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils démarrent du bon pied et potentiellement aient une meilleure expérience? Sur de l'affût suspendu, tu De, parles. de façon générale, n'importe quel nouvel archer n'importe quel chasseur qui voudrait se mettre dans la chasse à l'arc, quels seraient tes deux conseils pour lui ou lui permettre de bien démarrer? Premier conseil qui est basique, hein, parce que ça, c'est le genre de question qui est posée très régulièrement sur les réseaux. C'est déjà se rapprocher de l'association locale, l'association départementale plutôt. Après, il en existe certaines locales, parce que bah, démarrer à l'arc tout seul, c'est compliqué. Surtout quand t'as pas de base et on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'archers qui arrivent, surtout quand bon ben moi j'ai aidé à faire des JFO puis des JFC et en fait il y a pas mal de gars qui sont arrivés et des filles hein, pas mal de filles aussi qui sont arrivées à la chasse à l'arc sans être ni chasseurs d'avant, donc ils ont passé le permis de chasse, ils ont dû passer le permis de chasse à tir sans vraiment vouloir tirer avec des armes, mais qui arrivent et pour certains et certaines de familles qui sont pas chasseurs non plus. Ouais, Donc là, c'est compliqué si tu veux de démarrer seul. Déjà, ben, c'est pas facile hein, de trouver un territoire qui te veuille et qui t'accepte. Ça, c'est très compliqué en France. On est encore un peu, voilà, hein, c'est pas comme aux États-Unis. Hein, on est malgré que ça a été légalisé en 95, on est encore en balbutiement. Je vais dire balbutiement, mais bon, c'est pas vraiment un terme, mais il y a encore beaucoup de gens, de présidents, de sociétés de chasse ou d'ACCA qui te veulent pas. Ils n'ont pas le droit, hein, mais en fait, ils vont toujours trouver une méthode pour ou te dégoûter, ils vont te placer loin ou pas dans là où il faut. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je dis ce que j'ai le premier conseil pour en revenir à ce que tu me demandais, ça serait de se rapprocher soit d'une association départementale, parce que bah, toutes les associations départementales que je connais dans toute la France, et j'en connais un paquet de gars un peu partout en France, ils proposent des sorties, des sessions de travail, travail et d'entraînement qui se finissent par un barbecue ou comme ça. Donc en fait, d'être dans ce genre d'assos, t'es pas tout seul. Donc ça te permet de rencontrer des gens qui vont te montrer, parce que bah, il y a des vieux archers, il y a des jeunes archers, il y a des gars qui sont un peu comme moi, qui aiment bien montrer ce qu'ils font. Et puis après, il y en a qui ont le don aussi d'apprendre aux autres. Hein. Tu sais, ouais, c'est pas un métier, mais c'est. Enfin, si, on peut dire que c'est presque un métier. Hein. Regarde, c'est un peu comme les instits à l'école. Hein. Voilà, donc il y en a qui aiment ça. Il y a d'autres archers qui aiment moins, et puis voilà, avec qui tu auras moins de contact. Mais bon, après, c'est à toi de te faire comme dans la vie de tous les jours, hein, de faire des potes, des amis. Il y en a avec qui tu vas dire bonjour, et puis d'autres avec qui tu vas aller passer le week-end.
Ouais, mais je pense qu'il y a plein de trucs différents aujourd'hui. Moi, je pense qu'un autre conseil, c'est de suivre Hippochasse pour avoir les bonnes techniques. Mais tu vois, quand Ouais, je dis ça, moi, quand je j'essaye dis de toujours répondre aux questions des gens déjà dans le meilleur délai et puis mais le faire le mieux ce que, possible, quoi. ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'effectivement, le conseil de se rapprocher de l'association, c'est une bonne chose. Après, si jamais ça ne se passe pas bien, aujourd'hui, il y a quand même l'opportunité avec Facebook, avec YouTube, etc., d'avoir accès à des informations, etc. Nous, on essaie sur la chaîne de faire des vidéos pour expliquer au niveau de la sécurité des produits. Mais il y a plein de choses qui sont disponibles. Donc, moi, je pense qu'il faut être curieux. Je pense que le réflexe d'essayer de se connecter avec l'association départementale ou locale, je pense que c'est vraiment très bien. En plus, vous avez des gens qui sont quand même bien formés. Moi, j'ai la chance, si tu veux, d'avoir David Godard qui est pas très loin, qui s'occupe de toute la formation des instructeurs. J'ai été voir là où ils sont implantés dans l'Aisne, tu sais, je crois que ça s'appelle l'Agora. Ils font vraiment un travail incroyable. La façon dont ils règlent les arcs, c'est vraiment très, très bon. Et donc, vous avez tout ça à disposition avec des gens qui sont passionnés, prêts à aider. Donc, je pense qu'effectivement, le premier truc d'aller les voir, c'est une bonne chose. Après, si vous voulez faire plus, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des groupes sur Facebook. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, renseignez-vous, posez des questions. Et puis, voilà, on est encore une petite communauté. Je pense que si on veut développer un petit peu les barrières dont tu parlais, Pierre-François, en termes d'acceptation, je pense qu'il faut commencer à changer. Je comprends qu'on veut faire de la qualité en formant les archers et qu'il y ait cette obligation à faire la JFO. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles technologies où on peut rendre les choses plus faciles, notamment potentiellement, tu sais, faire des choses en ligne, etc. Je pense qu'il faut développer, il faut avoir plus de nombres. Plus on aura d'archers, plus on sera écouté, plus on pourra faire changer les choses. Et je pense qu'il y a peut-être un tournant à prendre aujourd'hui où sortir un petit peu des petites habitudes, comme tu parles de toutes ces années, et regarder les différentes techniques, élargir sa vision des choses. Et puis, continuer sur la qualité, parce que je pense qu'il y a vraiment une très bonne qualité, mais comment est-ce qu'on peut élargir plus? Un des problèmes que je vois, moi, avec beaucoup de gens avec qui je chasse, qui sont à la carabine, qui veulent se mettre à l'arc, c'est qu'ils veulent chasser à l'arc, mais malheureusement, pour faire leur JFO, ils ont du mal. Il y a 2 sessions par an dans leur département, ou alors ils doivent bouger. Beaucoup d'entre eux, des fois, sont des entrepreneurs, des plombiers, etc. Ils n'ont pas toujours la main sur leur agenda, c'est compliqué. Nous, aux US, c'est 30 heures en ligne, suivi potentiellement d'un atelier obligatoire sur un truc, notamment potentiellement sur la chasse en hauteur, mais ça permet de tout traiter. Et en plus, quand tu as 30 heures, tu es sûr que tu traites tout bien, parce que quand c'est qu'une journée de JFO, potentiellement, tu n'as pas toujours la même qualité de formation en fonction des régions. Tu passes pas forcément toujours le temps pareil en fonction des questions que tu as. Et puis, il y a des sujets qui ne sont pas traités. C'est pour ça que nous, on est arrivé avec Liberté Outdoor sur la sécurité, parce que ça fait partie des sujets qui, moi, de mon point de vue, ne sont pas du tout traités, voire pire. Si tu veux, j'ai vu des choses des fois sur des magazines où c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je pense qu'il faut qu'on évolue et peut-être qu'il y a un tournant à prendre aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, aux États-Unis, vous avez un permis de chasse ou 2 permis de chasse, style permis de chasse à l'arc solo ou permis de chasse carabine, ou avec l'un tu peux faire l'autre et pas avec l'autre tu peux faire l'un, ou des trucs comme ça? Je n'y a qu'un permis, je pense que tu es obligé de faire les deux. Après, la journée terrain, elle est plutôt ludique. Tu vois, moi, mes 3 enfants, ici, tu peux chasser plus tôt, ce qui est aussi une bonne chose. Tu veux, les gamins, ils grandissent plus vite. Aujourd'hui, ils sont matures plus vite. Ils s'en vont plus vite aussi. Donc, attendre 16 ans pour chasser, c'est presque trop tard. Tu vois, ils ont entre 12 ans et 16 ans, il y a ces 4 années-là où ils ont tous envie de chasser, ils peuvent pas. Puis après, ils doivent faire autre chose. Ils partent en apprentissage, à l'école, etc. Ils n'ont plus le temps. Donc, on en perd à Ah, cause de ça. Nous, comment ça sent? ici, ils démarrent plus tôt. Donc, ils sont obligés de faire ces 30 heures en ligne, ce qui est super parce que ça traite tous les sujets, notamment la sécurité de tree stand, parce que beaucoup de monde chasse en tree stand ici. Et après, tu as une journée de pratique, une matinée, où là, ils vont tirer avec différentes armes, avec des instructeurs qualifiés. Et puis voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'arc, y a pas grand-chose, tu veux, tu n'as pas vraiment de formation pratique. Mais bon, comme tu le disais, on a tous démarré plus ou moins à chasser à l'arc quand on était petit. C'est vrai qu'il faut que l'arc soit bien réglé, mais tu peux démarrer dans ton jardin à l'arc, te mettre à l'aise. À partir du moment où tu prends le temps de te renseigner, de regarder des vidéos, il y a des choses à savoir. Surtout avec un arc à poulie, on ne tend pas un arc à poulie à vide sans flèche dedans. Ça, c'est le meilleur moyen de le bousiller. Ah, Mais ça, bon, tu vois encore plein de vidéos sur YouTube de mecs qui font éclater des arcs.
tu te demandes, moi quand je les vois, je me demande s'ils font pas ça sciemment, tu sais, pour le buzz, parce que faut être un peu débile, quoi. Mais les quelques fois où j'ai encadré des journées de formation ou des JFO, c'est vrai qu'à chaque fois, tu en as un. Tu sais, le mec, il ramasse l'arc sur le portant et puis il essaye de l'armer, voir si ça lui va, tu vois. Mais Ouais. il met pas de flèche dedans. Là, tu l'attrapes et tu dis hop, 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 hop. Il me dit ouais, mais j'arrive pas à lâcher la corde. Ouais, non, mais c'est peut-être la corde qui va te faire lâcher, mon petit gars. Ouais, Donc, puis après, voilà. il y a tirer avec un décocheur qui est aussi différent. C'est comme une gâchette, il faut comprendre comment ça marche. Donc, mais bon, à partir du moment où une personne investit, moi, là où je pense que les gens, parce qu'aux États-Unis, ça qui est sympa, c'est qu'il y a encore beaucoup de bon sens. On n'est pas tout le temps en train de dire aux gens ce qu'il faut faire. Donc, c'est quand tu conduis ou n'importe où. Je pense que quelqu'un qui investit 500 euros ou plus dans une pièce d'équipement, logiquement, va prendre le temps d'apprendre les deux, trois trucs qu'il ne faut pas faire pour pas le casser tout de suite, tu vois. Si tu n'es pas capable de faire ça et que tu pètes ton arc, bon, ben désolé, mais tu l'as un peu cherché, quoi. Tu vois. De toute façon, c'est ce qu'on a toujours dit dans les formations, c'est votre arc, c'est votre arc, ne le prêtez pas, ne le faites pas essayer aux copains, parce que quand vous aurez le dos tourné pour aller chercher une flèche dans le carquois, il y en a toujours un qui va essayer de l'armer et qui va se faire ramasser, et puis ben, votre arc, il est foutu, vous aurez peut-être même jamais commencé à chasser avec. Donc Complètement. voilà. Et après, Après, c'est compliqué quand même, ça aurait été. Bon, maintenant, il y a des vidéos. Mais tu vois, je me te dis deux, trois fois dans des journées de formation, tu sais, avoir un arc un peu vieux ou pourri, tu vois, et leur faire la démo de ce que ça fait, tu vois. oui, Et dis, ou voilà, sinon, si au lieu de les faire démarrer avec un poulie, tu les fais démarrer avec un arc traditionnel à 30 livres, je pense que tu n'as pas de problème, parce que c'est les trucs d'initiation que tu vois dans tous les villages. Donc, tu démarres comme ça, de toute tu leur façon, expliques les. la JFO française, en France, pour être validé, il faut que tu tires avec tous les arcs, hein, qui soient recurve, enfin, tous les arcs à mécanisme et les arcs non mécaniques, hein. Ouais, Donc, ouais. moi, quand j'ai passé la mienne, j'ai essayé tout ce qu'ils avaient, les longbows, les recurves, les doubles courbures, les poulies et autres. Bon, aux poulies, j'avais déjà tiré parce que je suis arrivé à ma JFO, j'avais déjà un arc. Mais Euh, est-ce que tu le fais dans un ordre qui est bien spécifique ou c'est au petit bonheur la chance? Il y en a un qui démarre par le poulie, l'autre il démarre par le longbow, l'autre il démarre par alors, autre chose, tu non, vois? ce qu'on faisait, en fait, c'est, par exemple, la JFO chez nous, comme sûrement dans beaucoup de JFO à droite, ailleurs, dans tout le pays. Tu avais le matin, c'était formation, donc avec les formateurs, parce qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Normalement, toute association départementale doit avoir des formateurs avec des niveaux de formation qui sont faits au sein du centre qu'a créé la FFCA. Il y avait des accompagnants, on va dire, comme moi, qui venaient pour filer un coup de main. Et l'après-midi, après, c'était vraiment pratique. Donc, on essayait, puisque nous, on n'avait pas beaucoup, parce qu'on n'avait pas de place. On avait 30 à 33 personnes et on était 6 ou 7 avec le formateur et membres de l'asso. Donc, on prenait des petits groupes de 4-5. Déjà, tu peux surveiller les gars, tu sais, pour pas que ça Ouais, parte un peu ouais. dans tous les sens. Et t'en avais plus un qui faisait le poulie ou les poulies parce qu'on avait la chance d'avoir plusieurs poulies. L'autre, il était plus sur les longbows, l'autre il était plus sur les recurves. Mais en fait, on essayait de leur faire tout essayer. Ouais, ouais, je sais, Et mais puis, tu vois, et moi, puis il y mon a des point, gars qui c'est. arrivent avec leur propre matos déjà. Ouais, mais tu vois, mon point, c'est que, mon avis, faut structurer ça pour éviter de démarrer avec le poulie, qui est celui où il est le plus à risque. Écoute, on arrive quasiment à l'heure. Euh, Avant de conclure, je sais que tu avais proposé ce que moi je considère être une bonne idée, tu en as un petit peu parlé, mais le fait potentiellement d'avoir un permis uniquement pour la chasse à l'arc. En fait, ça, c'est un petit peu ma question, c'est qu'est-ce que tu aurais comme suggestion pour pouvoir développer la chasse à l'arc en France davantage? En fait, c'est ce que je t'ai dit, c'est que on avait posé la question à une assemblée générale FFCA il y a quelques années en arrière, je dirais 2, 3 ans peut-être, ouais, peut-être même 4 ans, 3, 4 ans. Et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens dans notre entourage qui voulaient chasser à l'arc, mais sans vouloir avoir à manipuler d'armes à feu. Ouais, Or, bon, pour pouvoir chasser à l'arc en France, il faut déjà avoir
le permis de chasse. Tu peux passer ta JFO sans avoir de permis de chasse, mais tu ne pourras chasser que si tu as un permis de chasse. Donc, le permis de chasse français, tu dois obligatoirement manipuler les armes à feu. Donc, que ce soit des armes qui se cassent, comme les fusils de chasse classiques, les fusils semi-automatiques et un tir avec des carabines. Donc, généralement, c'est des carabines à verrou. Potentiellement, certaines formations se font avec un express, c'est suivant, quoi. Mais par exemple, chez nous, c'est une arme à verrou. Mais en fait, il y a plein de gens qui aimeraient chasser à l'arc et qui comprennent pas qu'il faille passer un permis arme à feu pour pouvoir chasser à l'arc. Donc, on a posé la question à la FFCA et il y a plein d'autres associations qui sont françaises qui ont elles aussi rebondi sur le sujet en disant oui, nous aussi, on a plein de gens qui nous demandent. La réponse qu'on a eue, c'était qu'ils ne voulaient pas dissocier la FFCA et la FDC, donc la Fédération française de chasse, alors que pour moi, il n'y a pas de... Il n'y aura Ouais, pas je suis d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi c'est dissocié. On va tous dans le même Non, sens. alors après, Développer la chasse. ils ont évoqué le fait que si on fait un permis que pour l'arc, alors après, il va falloir faire un permis que pour la vénerie, un permis que pour la palombe, un permis que pour... La palombe, Voilà. tu as besoin d'une arme à feu normalement, sauf si tu Non, palotes, mais il n'y non, en a pas alors là, beaucoup. non, tu vois, non. Parce que nous, chez nous, dans les Landes, on chasse la palombe au filet au sol. Ouais, mais il y en a Donc, combien? ben, il y a beaucoup, c'est une chasse traditionnelle du sud-ouest. Donc, en fait, tu peux chasser la palombe et il y a beaucoup. Mon conducteur de chien de sang avec qui je travaille le moins possible, mais que j'ai toujours à disposition, il a une palombière et il ne chasse qu'au fusil, enfin, sans fusil, qu'au filet au sol. Donc, en fait, eux, ils auraient besoin de passer le permis, mais sans avoir à manipuler une arme, quoi. Eh ben, on pourrait très bien envisager un permis qui est un permis sans arme. Donc, dans ce cas-là, eux, ils rentreraient dans la catégorie comme tout le monde. Et puis après, si tu veux utiliser une arme, tu as un truc supplémentaire. Donc, soit fusil, soit carabine. Enfin, fusil, carabine, je pense qu'il faut les mettre ensemble parce que ça bouge vite. Mais après, fusil, carabine et arc, quoi, si tu veux. Bon, c'est dommage parce que je pense qu'on a besoin d'avoir plus d'adhérents, plus de chasseurs. Je pense que la fédération française de chasse a besoin de ça aussi. Faut grandir les chiffres si on veut survivre, sinon l'activité va disparaître. Donc, s'il y a des moyens de simplification pour avoir plus d'adhérents, à mon avis, il faut y aller. Peut-être que, tu vois, par le podcast, ça aidera peut-être un petit peu, je ne sais pas. Écoute, on arrive à l'heure. Je veux remercier nos auditeurs pour cette première. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, mettez des commentaires, des sujets que vous voulez traiter. Si vous avez des gens que vous souhaiteriez qu'on en invite au podcast, on a essayé de partager quelques petits points sur nos expériences. On n'est pas forcément toujours dans le juste, donc n'hésitez pas à commenter, voir les choses différemment. Mais globalement, notre philosophie, c'est le partage. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord. L'idée, c'est d'être, bien entendu, respectueux. Mais voilà, l'objectif du podcast, c'est de partager un petit peu des perspectives différentes, toucher des sujets, avoir des avis différents. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à partager le podcast, à vous abonner, on va essayer d'en faire plus. Et avec ça, Pierre-François, je vais te laisser conclure. Je te remercie encore de nous avoir rejoints aujourd'hui, de nous avoir donné ton temps et de tout ce que tu fais sur les réseaux parce que je trouve que c'est vraiment utile et je pense que ça aide énormément de personnes à démarrer et à être en sécurité quand ils chassent en hauteur. Oui, ben, écoute, merci pour cette opportunité. Alors, ben, le mieux, c'est que tu mettes tous les liens vers la page du French Saddle Hunter, éventuellement ma page. Bon, les gars, ils vont me trouver hein, s'ils prennent la page Facebook, ils vont trouver. Aller voir les vidéos YouTube, que ça soit de ta chaîne ou de la mienne et des autres aussi, hein, parce que bon, Ouais. voilà, nos camarades qui vont arriver dans les prochains podcasts, j'imagine qu'ils ont des chaînes YouTube aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions. Moi, de toute façon, je me ferai un point d'honneur à y répondre. Et puis, ce que je te disais l'autre jour, là, avec le temps qui va évoluer, parce qu'on a eu de très mauvais temps et des tempêtes successives,
Là, je vais recommencer à repartir travailler sur des vidéos de présentation sur le matériel que tu m'as envoyé et puis euh, pour montrer comment je l'utilise et puis pour aussi développer des trucs en plus qu'on peut rajouter dessus, dessous, comme tu as déjà vu ben, dans mes posts. Et puis ben voilà quoi. Donc venez voir les pages, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que tout le monde est prêt à vous répondre. Et puis lancez-vous, lancez-vous, allez chasser. C'est le mieux hein, d'aller chasser. C'est en allant chasser qu'on devient chasseur. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Hein. C'est en faisant qu'on apprend. Je pense que c'est vraiment un bon mot de la fin. Un grand merci. Et puis écoute, merde pour demain. Bah écoute, merci. Hein. Apparemment, les carrés sont bien pleins parce qu'ils ont été faire le tour ce matin. Les carrés sont bien pleins, donc j'espère qu'on va avoir de la chance. En plus, on accueille une débutante qui sera là sur sa première chasse à l'arc. Ah, bravo. Donc, qui n'avait jamais osé depuis, tu vois, ça fait 6 ans qu'elle a la JFO, elle n'avait jamais osé se lancer. Et ben là, elle vient rejoindre notre petit groupe là. Et puis ben, on lui souhaite le meilleur. Hein, et on espère, on va essayer de la mettre dans des situations où elle pourra déjà voir des animaux, peut-être pas décocher, et puis ben, au mieux décocher, et encore mieux ben, prélever. Hein, ça serait ce qu'on lui souhaite de pire. Hein. Et puis voilà, donc en plus on aura beau temps pour une fois, ce qui nous manquait depuis presque un mois et demi maintenant. Donc ça va être très bien. On va passer une bonne journée et puis on va finir par un bon tiap tous ensemble autour d'un barbecue et puis d'une grande table. Et voilà, hein, c'est un peu ça aussi la chasse, hein, le partage de tout et aussi bien dans la forêt que après la forêt. Et puis voilà quoi. Exactement. Pour les photos, Hippochasse sur Facebook.